Bonjour. Comment tu vas? Ça va? Voilà, j'aurais besoin d'un couteau pour les collègues. Ouais. Alors, le couteau, une lame droite, légèrement arrondie comme ça. Ouais. J'aime bien curer dans les gamelles pour passer la croûte pour la chasse. Ok. Un manche, ben, tu vois, pour la finition, pour pouvoir l'attraper. Ouais, comme ça, de toute façon. Environ 11, 10 de lame, 11 de manche, 11, ouais. 18, 20 de Ouais. largeur De et largeur, l'épaisseur, ben, environ combien? ouais. Normalement, on va faire 3 mm. 3 mm. Ouais. Alors, bon, voilà. Hein. Ok. Donc, on va quand même peut-être légèrement prendre un peu ici Oui. pour que la prise à main soit peut-être un peu meilleure, comme ça. Voilà. Voilà. Et donc la lame en brut de forge, peut-être? En brut de forge et qui se bloque quand tu. Ouais, d'accord, avec un cran forcé. Un cran forcé. Un cran forcé, ok. Et le manche, qu'est-ce qu'on fait comme bois? Bon, de l'olivier, un truc simple. Un olivier? Ouais. Ok, on va marquer le manche en olivier. Ok. Et la lame, en acier, donc en acier carbone, comme. Oui, quelque chose un peu comme cela. Hein. Voilà, d'accord, quelque chose qui s'affûte facilement, facilement et qui tient bien. Ouais. Bon, c'est pas pour couper des branches. D'accord. Acier carbone, ok. Ok, d'accord, et bien. C'est pour demain. C'est pour demain, comme d'habitude. Comme d'habitude. Donc là, j'ai un client qui vient de venir, qui m'a apporté des couteaux que je lui avais fabriqués sur mesure, affûtés, qui en est très content. Et comme il en est très content, il en a parlé à ses amis, les gens ont vu ces couteaux et il m'a amené, pour un ami à lui, un couteau particulier à réaliser. Voilà, sur mesure, comme son ami le désire, et je vais lui faire exactement ce qu'il veut. Voilà, donc on vient de couper toutes les plaques d'acier qui vont servir à faire le damas. Donc on va avoir de l'acier au carbone très très dur. Et on va avoir des plaques de nickel beaucoup plus souples pour toutes les plaques qui vont constituer la lame.
Le damas, c'est un feuilleté d'acier. C'est un ensemble de feuilles d'acier de différentes teneurs en carbone. En gros, c'est un composite. C'est un composite. C'est le premier composite de l'histoire qui a été inventé par les Celtes pour faire leur épée de combat. Ça permet d'avoir les deux qualités essentielles, tranchant et solide. Voilà, c'est surtout solide. Puisque l'acier est dur, plus il casse. Donc on va y rajouter d'autres matériaux, qui va être soit du fer pur, soit du nickel, soit de l'acier au nickel, qui vont être plus souples, donc plus résistants. Et donc ces plaques assemblées ensemble vont être soudées, c'est-à-dire à la forge 1450 degrés, le plus naturellement possible, c'est-à-dire qu'une fois de température, on va les frapper, on va les marteler, et pour que ça ne fasse qu'un bloc. Une fois ce bloc fait, on va le forger, l'étirer, puis le recouper en deux, pour le rabattre les deux parties l'une sur l'autre, pour le ressouder, l'étirer, le couper en deux, et le replier et le ressouder. Et comme ça, jusqu'à obtenir 40, 80, 160, 320, le nombre de couches qu'on désire. Voilà. Là, je mesure les deux parties de la pousse pour que ce soit bien, quand l'une va se rabattre sur l'autre, que ce soit bien égal, que ça se soude parfaitement. Alors là, je viens de souder les différentes couches entre elles, de les étirer, de les replier, et encore et encore.
Et donc maintenant on a un millefeuille, et ce millefeuille, je viens de l'allonger, et maintenant je vais le torsader, c'est-à-dire je vais lui donner la fibre d'une corde. Voilà. Ce sera extrêmement solide et toutes les couches seront entrecroisées les unes avec les autres. Alors quand je forge, puisqu'on en a parlé de température, d'évaluation de température, le thermomètre, il est là. Voilà, c'est l'œil. C'est pour ça que les forges des forgereux sont tout le temps fermées ou dans la pénombre, puisque ça permet de voir la couleur de l'acier dans le feu, et la couleur détermine, on sait que telle couleur sur tel acier détermine une certaine température. Alors c'est un peu abstrait, mais c'est en gros, si on chauffe trop l'acier, on lui fait perdre son carbone, on grossit le grain, donc c'est pas bon du tout. Si on ne le chauffe pas assez, c'est pas du fer, il y a du carbone justement dedans. Donc si on ne le chauffe pas assez et qu'on le tape, qu'on le frappe avec... Il y a plusieurs tonnes à chaque... Même sur un coup de marteau de 3 kg, il y a plusieurs tonnes de frappe, on le fane, on le casse. Donc il y a tout j'ai pas le mot, tout un processus à respecter sur la fabrication. Et alors ce qu'il y a, c'est que autant on peut avoir le côté artistique qui se développe dans les formes, c'est-à-dire que faire un couteau courbé, droit, tout ce qu'on veut. Par contre, sur la fabrication du couteau, sur l'acier, les traitements thermiques, c'est ça, c'est de la chimie, c'est la physique, et c'est pas autrement. On ne peut pas se dire, tiens, aujourd'hui, je chauffe un peu moins. Non, c'est tout le temps strict et pour avoir la meilleure qualité possible. Ce que j'aime dans le tir à l'arc, c'est surtout avec ces arcs-là, c'est qu'on n'utilise pas de viseur. C'est comme finalement quand on forge du damas, c'est très précis et c'est sans instrument. C'est-à-dire que c'est tout le corps qui se met en action, l'œil qui doit faire qu'un pour arriver au but et sans aucun instrument ni de visée ni de mesure.
Voilà, j'ai fini le premier stade de l'émouture, c'est-à-dire j'ai meulé le plus régulièrement possible avec le même angle les deux côtés du tranchant de la future lame. Mais je vais laisser quand même assez d'épaisseur pour que ça puisse être trempé, que ça ne casse pas à la trempe. Ouais, que ça ne se déforme pas trop à la trempe. Voilà, donc la lame a subi un choc thermique, elle est trempée. Les gens me posent souvent la question de savoir si mon père ou mon grand-père était coutelier, puisque ça paraît assez évident. Donc pas du tout, mon grand-père était agriculteur, mon père était plâtrier, et moi j'étais cuisinier. Voilà. Donc, et après je suis passé de la cuisine à ce métier de coutelier forgeron. Et ça peut paraître, il peut y avoir, paraître avoir une grosse différence, alors que c'est assez, le travail, le résultat n'a rien à voir. Par contre, le fait de travailler avec toujours des couleurs, avec des températures, des sensations, c'est très proche. Et pour moi, un cuisinier, vraiment un cuisinier qui sait travailler, aura beaucoup plus de facilité à faire forgeron qu'un tourneur-ajusteur à faire un forgeron. Voilà. Voilà, donc la lame est polie, elle a été polie au plus fin, et elle est prête à être révélée dans l'acide. Et là, on voit pratiquement pas les couches. Une fois que ce sera révélé dans l'acide, on verra toutes les couches vont apparaître. Là, je viens de sortir la lame du bain d'acide. On voit les traits blancs, c'est le nickel. Et tout ce qui est en noir, ici, c'est l'acier carbone. Voilà. Donc on retrouve l'aspect torsadé, l'aspect corde tressée obtenu par forgeage et par torsadage de tout à l'heure. Donc là, je cherche le bois qui va être assorti le plus avec la lame du couteau. Donc peut-être que l'ébène est un peu trop noir. Voilà, un bois qui va être parfait pour faire ressortir les dessins du damas. Un bois d'amourette qui est moucheté qui va être assorti avec la lame. Donc là, ça devrait être le mieux. On va tracer.
Donc maintenant que c'est percé, je vais ajuster, le bois, je vais meuler tout le tour pour dégager la forme exacte du manche. Voilà. Là après, la colle, la résine est mise en place. On va la serrer doucement pour maintenir le manche et les plaquettes pendant la durée du temps de séchage. Voilà, maintenant il faut attendre 2 heures que tout soit pris. J'ai appris ce métier, il fallait que je le fasse. Donc je ne me suis même pas posé la question, il fallait que j'apprenne. Donc j'ai commencé à apprendre avec... je ne savais pas ce que c'était une forge, je ne savais pas quel charbon on mettait dedans, absolument rien. J'ai construit ma forge en demandant à droite à gauche, en essayant de voir comment ça se passait. J'ai emprunté un vieux soufflet de la manufacture de Saint-Étienne qui marchait à main à mon beau-père. Et puis petit à petit, j'ai réussi à trouver des magazines qui parlaient de couteaux. Dans ces magazines, j'ai trouvé des ouvrages en anglais qui expliquaient, parce qu'il n'y avait que les Américains, il n'y a toujours que les Américains qui font des ouvrages où on détaille vraiment le travail, pour avoir quelques bases, pour avoir quelques idées comment ça se passe. Et puis après, quand j'ai bien transpiré, bien travaillé, j'ai bien râlé, au bout d'un certain nombre d'années, de mois, je me suis payé avec mon argent des stages chez des gens qui savent. Donc un meilleur ouvrier de France à Thiers, un des rares forgerons qui existe encore, qui m'a appris les petits trucs qui manquent. Et ces petits trucs qui manquent, on ne peut pas l'apprendre tout seul. Voilà. C'est comme quand on fait du ski ou quand on apprend quelque chose. On arrive à un certain niveau et puis on est bloqué. Voilà. Et donc en allant faire ces stages et en ayant travaillé bien avant, on comprend de suite. C'est-à-dire qu'en voyant faire le geste du gars, on dit, il n'y a même pas besoin de parler. On dit c'est ça. C'est là où je bloque. Et puis en plus, ça te permet d'avoir travaillé avant bien tout seul, ça permet d'avoir une personnalité dans le travail. C'est-à-dire que les couteaux que je fais, c'est mes couteaux. Je peux en voir 10 000, je sais que ce couteau-là, c'est moi qui l'ai fait.
Voilà. Et ça ressemble pas. Alors je ne veux pas dire que je suis très original, mais ça donne une façon de travailler et il y a un caractère quand même qui reste dans la façon de voir la fabrication. Voilà, donc maintenant le lustrage est fini et on aperçoit, le lustrage a révélé toute la nature du bois, tout le veinage de ce bois d'amourette qui est particulièrement, qui va ressortir particulièrement avec le dessin du damas. Il y a plein de jeunes à qui on dit qu'ils ne réussiront jamais, qu'ils ne feront rien de bon, ou qui sont dans un métier qui ne leur plaît pas. Ben, j'ai envie de leur dire qu'il ne faut pas écouter les autres. Quand on a vraiment une envie, il faut foncer. Il y a une phrase que j'adore, c'est la passion, c'est le début de la compétence. C'est-à-dire que quand on est dans un métier et qu'on est passionné, on devient bon. C'est obligé. Voilà. Tandis que quand on est dans un truc parce qu'il faut y être, parce qu'on n'a pas envie ou parce qu'on nous a dit de... Quand on est jeune, c'est vrai qu'on nous dirige, enfin certains, on les dirige sur quelque chose, ça a été mon cas aussi. Et on est dans un pays aussi où on a l'impression que quand on commence, on va à l'école, on apprend un métier, surtout il faut pas changer. Autrement, c'est considéré comme un échec. Alors que pour moi, c'est une évolution. Et que peut-être il faut constamment évoluer et pas s'enfermer dans quelque chose. Même si on reste dans un métier, tout le temps, il faut, d'après moi, essayer d'évoluer dans ce métier. Le leitmotiv, c'est que quand on n'avance pas, on recule. Donc, il faut si c'est possible de vivre de sa passion. Par contre, il faut faire des concessions. C'est vrai que on ne gagne pas, on n'est pas le plus riche du monde peut-être tout le temps, mais on est le plus riche du monde intérieurement. Voilà. Donc, il faut faire des choix, il faut faire ça dépend si on veut avoir un métier. Alors on peut faire les deux, suivant les métiers, bien sûr, on peut gagner beaucoup d'argent. Moi, je gagne ma vie, mais surtout, je me couche le soir, j'ai les couteaux dans la tête. Bien sûr, comme des fois, comme tout le monde, j'en ai un peu marre quand je fais des super journées ou des trucs comme ça. Mais voilà, c'est le seul moment dans ma vie maintenant où je suis fier de ce que je fais, je suis content de ce que je fais. Voilà.